Axel Zimmer, je suis cofondateur de Fabrique avec Michael, qui existe maintenant depuis plus de 4 ans. Et je suis très heureux d'être là, très heureux que cet événement-là existe. On a toute l'équipe de Fabrique là, Chloé ici, Constance, Alexis, Pierre-Louis et d'autres gens qui sont encore de haut. Et Marielle, pardon, je ne vois pas parce que vous ne vous rendez pas compte, mais la lumière est vraiment forte. Et il y a d'autres gens qui sont aussi dehors. Voilà. Non, mais on m'a dit de me mettre dans la lumière parce qu'on nous filme, donc il faut que je sois en lumière. Sinon, je m'aurais tout de suite mis là. Et que dire en 2 mots de Fabrique ? Fabrique travaille pour la transformation des organisations et le fait donc depuis 4 ans, mais en fait ce métier depuis presque 15 ans, où on a démarré avec des approches pour transformer les organisations avec l'intelligence collective et depuis la création de Fabrique, vraiment fermement ancré aussi dans l'auto-organisation des équipes et des équipes d'équipes, comme on dit. Et nos clients sont essentiellement des grands groupes. Et plus de la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est fait en dehors de la France. C'est une première cette année que ça arrive comme ça. Et que dire d'autre ? Oui, nous sommes également société entreprise à mission, la SEM. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ceux ça avait été mis en place il y a 2 ans. Et on est candidat pour devenir B Corp. Et on espère que ça va se passer cet été, nous dit-on, que Julienne, qui s'occupe de ça dans notre équipe, nous a dit qu'on a espoir que notre dossier soit accepté cet été. Quelques autres mots pour dire d'autres. En fait, non, je ne vais pas prendre trop de temps. Je pense que le mieux, c'est que vous n'êtes ici pas pour m'écouter, mais pour entendre le. C'est toi, Chloé, qui prend la suite ? Ouais. Bonjour à tous. Alors, j'ai plein de têtes connues ici, et puis aussi des gens que je ne connais pas encore et que j'ai hâte de retrouver au cocktail tout à l'heure. Donc, je suis Chloé Grabli, je suis la 3e associée de Fabrique, donc avec voilà, on m'a dit de me mettre effectivement dans la lumière avec Michael et Axel. On travaille ensemble, pour ceux qui nous connaissent, depuis une dizaine d'années, voire un peu plus. Axel disait 15 tout à l'heure, mais je ne sais pas, à peu près. Alors, aujourd'hui, vous êtes venus, on a fait un appel sur ce thème de l'empowerment. Et ce que je vous propose, avant qu'on rentre dans ce thème, c'est déjà aller discuter avec votre voisin, plutôt avec celui que vous connaissez moins que celui que vous connaissez mieux. Voilà, si vous avez le choix. Et juste de vous présenter, dire un petit mot sur vous. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est quand vous entendez le mot empowerment, ça vous fait quelle association d'idées ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Je vais vous laisser 2-3 minutes avec votre voisin. Et si vous connaissez trop votre voisin, vous pouvez vous lever, aller voir quelqu'un que vous connaissez moins. Voilà, tout de suite. On a senti beaucoup d'énergie dans vos conversations, mais ce mot empowerment, alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qui a envie de partager? Ça vous inspire quoi, empowerment? Qui a envie de me dire? Oui, c'est vrai. Ça veut dire, pour moi, donne-moi les moyens de remplir les objectifs que tu m'as donnés. Okay. Merci. Ici. Peut-être donner votre nom, comme ça, c'est sympa. Frédéric. Moi, ça me rappelle un tout début, quand j'ai commencé à bosser, on m'expliquait l'empowerment comme le permis de conduire. Voilà, il y a des règles partout, il y a des trucs, mais au bout d'un moment, on vous donne un permis et vas-y, quoi, tu peux aller te promener. Le permis de conduire, tu peux y aller. Alors ici, ah ouais. Virginie, on était plusieurs à penser que ça faisait référence à la responsabilisation, mais pas que, la confiance et l'autonomie aussi. Merci, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Vous reconnaissez dans ce qui a été dit? Alors,
Une petite intro très rapide. Ce thème de l'empowerment, pourquoi on a voulu le présenter aujourd'hui? On a senti que c'était un sujet qui était depuis 6 mois, un an et demi, au cœur des préoccupations de tous nos clients. Avant, voilà, on pouvait nous parler de coopération il y a 5-10 ans, et depuis 1 an et demi, on entend le mot empowerment. Ce qu'il y a de clair, c'est que tout le monde a un sentiment partagé qu'il faut développer l'empowerment, avec cette notion d'empowerment qui est comment on a à la fois toute l'équipe vers un but commun et en même temps, chacun individuellement peut avoir une autonomie à l'intérieur de ce cercle-là. Donc voilà, on a essayé dans les organisations quelque chose de directif, des choses où tout le monde fait un peu ce qu'il veut et on se rend compte qu'on maintenant on est dans ce paradigme-là de l'empowerment. Mais la grande question qui se pose, maintenant qu'on sait qu'on doit aller là, comment on fait ? Comment on fait pour faire le pas d'après ? Comment on fait pour le mettre en œuvre dans les équipes ? C'est comme, je racontais ce matin à un autre client, c'est comme, vous savez, à Paris, il y a quelques temps, ils ont décidé que grande mobilisation, c'est bien de passer de la voiture au vélo. Vous avez été rendu compte de ça aussi ? On s'est dit, en fait, c'est bien le vélo, vous voyez, pour l'écologie, pour la ville, etc. Donc, il y a une grande mobilisation pour faire du vélo. Si on avait fait ça, ça n'aurait pas suffi. Ce qu'ils ont fait en plus, ils ont créé les infrastructures. Ils ont créé je ne sais pas combien de kilomètres de pistes cyclables. Ils ont mis à disposition des Vélib. Ils nous ont mis à disposition des Véligo. On est très fans chez Fabrique du Véligo d'ailleurs. Et ils nous ont mis en place toutes les infrastructures qui nous ont permis de réaliser cette intention commune et partagée qui était de faire du vélo. Dans les entreprises, on voit qu'aujourd'hui, on a cette intention commune et partagée de faire de l'empowerment. Et maintenant, la question que se posent toutes les entreprises, c'est comment on va créer l'architecture, les infrastructures qui vont permettre d'y aller et de le réaliser concrètement. On a de la chance, on a beaucoup de chance parce que pendant, je les ai vus quand même pendant quelques mois, presque années, il y a trois personnes ici présentes. Donc, je vais vous présenter. Donc, il y a Stéphane, Yann et Michael qui se sont rencontrés, qui ont travaillé sur ce sujet et ils ont eu la force et le courage et la volonté de traduire ça dans un livre qui nous permet du coup d'être transmis facilement. Voilà, donc je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Stéphane, Yann et Michael. Alors voilà, mettez dans la lumière apparemment, c'est ça, voilà, dans la lumière. Alors dans la lumière, je vais déjà vous demander de façon très brève, voilà, vous êtes pris en photo, c'est super, de vous présenter. Qui êtes-vous avec un enjeu 3 phrases max. Voilà. On dit souvent, on ne veut pas l'exhaustivité, on veut la pertinence. Et je vais commencer par Michael. Bonsoir, rebonsoir Michael. Je suis cofondateur associé de Fabrique. Voilà, je vais dire ça pour me présenter, pour commencer. Bonsoir, Yann Bresson. Donc, je travaille chez Orange, à l'université d'entreprise d'Orange, sur la partie management, et qu'on appelle Orange Campus Management. Et je suis en charge d'accompagner les transformations, les grands enjeux de nos dirigeants, voilà, qui sont 1200. Merci, bonsoir. Donc Stéphane Pensivi, je travaille à Orange Business Service et donc j'ai en charge les opérations pour la France. Et j'ai une passion pour ce sujet dont on va parler ce soir. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, comment ça va se passer ce soir ? J'ai préparé avec eux quelques questions, un peu les questions que j'avais envie de leur poser, mais aussi ce qu'ils avaient envie de partager. Donc, on va commencer cette première demi-heure avec des questions qu'on aura préparées. Et ensuite, on aura une demi-heure où ce sera du coup un échange entre la salle et les auteurs. Donc, l'idée de cette première demi-heure, c'est souvent de planter le sujet, de mettre le sujet au centre de la pièce pour ceux qui n'ont pas forcément lu le livre, etc. Donc, on va mettre le sujet au centre de la pièce et on aura une demi-heure de conversation ici. Et puis, on va monter au cocktail, il y aura un moment de signature et puis on pourra continuer toutes les conversations. Alors, voilà, j'avais envie de commencer avec Stéphane, avec cette phrase-là qu'on entend souvent, qui, quand on lit le livre, c'est souvent une des phrases clés qu'on retient et qui résonne. Être agile ou faire agile, c'est quoi la différence ? J'ai 4 heures ? 4 minutes. D'accord.
Alors, faire agile ou être agile, moi, la manière dont. Enfin, j'aime bien cette question parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur également. C'est que faire agile, pour moi, c'est déployer une méthode. Que ce soit de l'agilité pour développer des produits, donc on déploie, ça peut être des frameworks comme Safe, comme du Scrum. Dans l'agilité organisationnelle, il y a de l'holacratie, excusez-moi pour les termes, mais c'est un peu de l'holacratie ou de la gouvernance adaptative, mais on déploie une méthode. Et en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Par contre, si quand on transforme, on se limite à faire agile et à déployer une méthode, en fait, finalement, on change plein de choses, on change des process, on change des noms, il n'y a plus de chef de produit, il y a des product owners. Au passage, c'est juste pas du tout le même métier. Hein. Mais donc, vu d'en haut, en fait, on peut se dire qu'on a transformé parce qu'on a déployé une méthode et en fait, on a changé tout le vocabulaire. Sauf que si on s'arrête là, on a quand même un gros problème, c'est qu'on oublie le deuxième volet qui est le être agile. Le être agile, pour moi, c'est le travail sur les postures individuelles, les postures collectives. C'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est la communication non violente, c'est la capacité à se faire du feedback, enfin feedback au sens, je m'exprime à la première personne du singulier, quoi, hein. J'exprime un ressenti et non pas à la deuxième personne du singulier avec un jugement, quoi. Et en fait, ça, c'est fondamental. Et en fait, ce qui est pas simple, c'est que le être agile, on est sur un temps long. Parce qu'il ne suffit pas de faire une formation pour changer ses postures individuelles ou collectives. Mais par contre, c'est là où les deux se rencontrent, parce que changer les postures, ça se fait en pratiquant. Et les méthodes agiles apportent ces rituels qui nous permettent aussi de changer nos postures individuelles et collectives. Donc voilà, j'essaie un peu de faire le parallèle entre les deux. Bravo, merci beaucoup Stéphane. J'avais une deuxième question. On parle souvent dans ces transformations d'organisation. On sent qu'il y a le rôle, il y a deux rôles qui se créent, notamment le rôle du manager qui peut être un peu transformé, qui peut éventuellement évoluer. Et donc, j'aurais comme question pour Michael, le rôle du manager dans ces organisations-là, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qu'il travaille? Pour répondre, il y a aussi 4 heures, enfin, mais 4 minutes. En fait, je crois qu'il y a, d'un point de vue structure, le grand changement, c'est que, fait, finalement, fondamentalement, un manager manage 3 choses. Il manage le collaborateur dans le cadre de son travail. Qu'est-ce que tu dois livrer et qu'on attend de toi de livrer. Ça, c'est un plan, mais il le manage aussi sur d'autres plans. Il le manage sur le plan humain, c'est-à-dire est-ce que tu as les compétences, est-ce que ça va, est-ce que tu es dans un état pour pouvoir livrer ce que tu dois faire, est-ce que donc le management sur le plan humain, puis il le manage sur un autre plan qui est le plan contractuel. C'est-à-dire, OK, tu as des objectifs, on va peut-être fixer une rémunération en fonction de ces objectifs. Fondamentalement, il va représenter le cadre légal, il va incarner et représenter le contrat. Et quand on change, quand on bascule dans une organisation agile, et c'est vrai avec la gouvernance adaptative, mais c'est vrai avec d'autres, on le voit dans d'autres initiatives, en fait, ou d'autres modèles, le grand changement, c'est que le manager va rester le manager dans le cadre et contractuel et humain, rester le responsable humain et contractuel, mais la partie du travail qui est fondamentalement 90% du temps. En fait, cette partie-là, elle est déléguée. Il va lâcher il va donner son autorité, il va déléguer souverainement sa responsabilité du travail, de la gestion, à l'auto-organisation. Donc, il va faire confiance finalement à un collectif qui va s'auto-organiser pour gérer et décider. Et là-dedans, ça demande de la clarté, d'abord de ces différents espaces avec le collaborateur et pour le manager, parce qu'il faut garder les choses claires. Sinon, tout le monde se perd, on est dans le chaos. Mais il faut aussi beaucoup de lâcher prise. Et c'est là où on pourrait développer, je rejoins à 100% le être agile, parce que ce lâcher prise, c'est pas seulement, oui, c'est faire des choses, il va y avoir des outils, on va avoir, du vocabulaire et des pratiques et des rituels, toutes sortes de choses qui vont véhiculer une nouvelle culture. Mais aussi, il y a derrière ça vraiment une question de posture d'être agile. Donc, c'est une relation avec soi-même et un niveau de conscience de soi qui est en fait un vrai défi. Parce que c'est presque une identité qui change. Si mon job c'était avant de manager les opérations, c'est plus le cas, je gère quoi alors? C'est ça le grand sujet. Donc, je reste là, mais c'est la grande question. Pareil, après, vous aurez un temps pour échanger. Ça vous évoque des choses. Voilà, bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Ça va peine de vous faire discret. Bienvenue parmi nous. Alors maintenant, j'ai une question pour Yann. Alors, il l'a pas complètement dit comme ça dans son intro, mais je crois que j'avais envie de présenter Yann comme celui quand même qui a un rôle
complètement clé dans l'organisation, un rôle qui existe quasiment que chez Orange et qui, nous, en tant que consultants, on considère... le mot qui me vient, c'est exceptionnel, donc je n'osais pas le dire, mais voilà, je le dis quand même. Parce que ce qu'il fait, Yann, il regarde, il est au courant de la culture d'Orange, il voit ce qui se passe dans l'organisation, il voit ce qui est agissant, il sent, il ressent les enjeux, et il a souvent, il fait voilà, il y a d'autres collègues ici d'Orange Campus, mais ils font le diagnostic. Ça veut dire, ils sentent, en fonction de l'enjeu, en fonction de... voilà telle prescription, quelque part. C'est eux qui font vraiment le diagnostic et qui sentent qu'est-ce qui va pouvoir fonctionner pour une équipe. C'est le grand entremetteur, en fait, celui qui sait... ou c'est le hub, on parlait une fois d'économie de plateforme, qui sait entre ce qui existe, parce que quand on est dans l'entreprise, qu'on est manager, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui existe. On sait ce qu'on a besoin, mais on ne sait pas forcément quelle demande faire. Et donc, il transmet ça. Et du coup, j'avais envie de demander à Yann, mais si on veut se mettre dans l'AGA, c'est quoi les conditions qui font que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour que ça fonctionne? De ton œil à toi, voilà. Comment tu te dis, là, ça peut prendre, ou quelles sont les conditions qu'il faut voir réunies pour se lancer? Ouais, 88 même, on pourrait même doubler. C'est une question qui est très difficile, parce que comme tu dis, c'est beaucoup d'intuition aussi, c'est beaucoup de ressenti. Il n'y a pas une vérité exacte pour se lancer, mais je vais être dans la continuité de ce qu'a dit Stéphane et Michael. J'ai envie de dire, avant tout, c'est un patron. C'est un patron qui a la conviction, l'envie de vraiment changer. Et au-delà de la conviction, alors on parle de Case for Change derrière aussi, par rapport à l'aspect business aussi, il faut une vraie volonté, il y a un vrai cadre pour se lancer dans ce type on va dire, de démarche, puisque ce n'est pas faire mieux ce qu'on fait, c'est faire vraiment un pas de côté pour faire autrement. Et ça, c'est un vrai changement. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut un manager, comme je vous disais, qui ait la conviction, mais qui ait aussi une forme de lucidité et d'humilité par rapport à ce qu'il est, par rapport au fait qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir accepter qu'il y ait des décisions et des résolutions qui ne se fassent pas à son niveau, au niveau du CODIR, que ça se fasse par d'autres équipes. Ça mettra peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais ça va se faire. Donc c'est toute cette délégation, j'ai envie de dire cette confiance qu'il faut mettre en œuvre, et ça demande de l'humilité, de la lucidité, de la persévérance aussi, parce que ça met du temps. Je vous donnerai quelques chiffres dans la dernière question sur ce que ça génère, quand même. Et donc, moi, avant tout, c'est une question de personnes. C'est une question d'hommes et de femmes, effectivement, qui sont à la tête et qui doivent être persévérants. Voilà, je me souviens, Stéphane, tu me disais que tu avais certains de tes collègues qui t'appelaient en disant c'est quoi le bazar que tu es en train de mettre? Là, on est complètement perdu. Et je me souviens, tu leur avais dit, regarde l'intranet et tu vas me dire si par notre intranet, voilà, interne, hein, et l'annuaire, et tu me dis si tu t'y retrouves également. La réponse a été non. Donc alors, c'est quoi le problème? Et il y a la culture, non, mais dans la réunion, s'il n'y a pas le chef, ça ne sert à rien de discuter de certains sujets. Il faut absolument qu'il y ait le chef pour décider. Non, je ne suis pas la bonne personne. C'est l'autre personne qui a par contre la compétence et la valeur ajoutée. Donc tout ça, ça demande vraiment beaucoup de personnalité, j'ai envie de dire, de leadership. Et donc, avant tout, c'est ça, moi, que je regarde. C'est la capacité de la personne, justement, à s'engager dans une démarche qui va être longue, effectivement, parce que le être, ça prend du temps. La méthode, c'est relativement facile. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme nous, on dit, le cheval de Troie, parce que c'est tangible, c'est visible, on en voit tout de suite des implications. Mais par contre, ce qui est plus long derrière, ce que les gens se rendent compte au fur et à mesure, c'est que ça change la posture. Ça change le rôle du manager, ça change la posture des gens. Et là, c'est pareil, je vous en dirai quelques mots. Pour ça, et c'est là aussi où on est très vigilant, mais c'est qu'on va aussi appliquer, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va appliquer d'autres éléments. Comme disait Mickaël, la connaissance de soi. Entre ce qu'on voudrait faire et ce que l'on est, il faut avoir cette lucidité de savoir est-ce qu'on y est proche ou pas. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va gratouiller, comme on dit un petit peu, en soi? Dans quelle mesure ça va me mettre en inconfort? Ou dans quelle mesure c'est dans une zone de confort que j'ai? Et j'ai presque envie de dire d'avoir cette démarche aussi au niveau de son CODIR. Parce qu'entre la velléité et ce que je véhicule inconsciemment en termes de posture, ça, c'est ressenti par nos collaborateurs. Et donc, s'ils sentent qu'il n'y a pas cette congruence entre la volonté et les actes, la posture, la congruence entre ce que je veux faire et la façon dont je me comporte, ça ne marchera pas. Et à côté de ça, pareil, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a franchi ce pas, il faut que le manager accepte de revisiter toutes ces instances de gouvernance.
Si vous donnez de l'autonomie, mais que vous ne bougez pas vos instances, que ce sont toujours les mêmes instances, avec la même posture, c'est nous les chefs à plume, c'est nous qui décidons de tout, vous allez mettre en difficulté toutes les équipes qui vont développer cette forme d'autonomie et cette capacité d'agir beaucoup plus vite finalement, et de manière peut-être sûrement beaucoup plus pertinente que si c'était toujours les chefs qui décident parce qu'ils sont un tout petit peu trop hauts par moment pour prendre la bonne décision. Donc ça veut dire qu'il faut regarder tout un ensemble, la personne, les équipes, le management, mais aussi sa propre organisation et la façon dont on a envie de la faire évoluer. D'où le fait qu'il faut qu'on s'assure que la personne ait vraiment la conviction profonde qu'il faut, qui veut changer et qui peut changer. Alors du coup, la question qui intrigue toujours quand on vous observe, c'est les dirigeants qui se lancent dans ces projets de transformation, alors que vous avez tellement d'autres choses à faire, un agenda déjà plein de partout. Je dirais pas pourquoi on se met dans cette galère, mais qu'est-ce qui fait, voilà, moi c'est une question que j'ai souvent, qu'est-ce qui fait qu'un matin, un dirigeant se lève et se dise « Allez, je vais faire ce projet-là, je sais que tout le monde va m'expliquer que ça va mettre du chaos, ça va être compliqué, mais j'y vais ». Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, Stéphane, et qu'on se dit « J'y vais ». 4 heures aussi. Hein. Déjà, on se lève pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas de. Je vous donne juste un témoignage. Hein. J'ai aucune vérité sur le sujet. C'est juste un témoignage. Donc, ce que je vais dire ne concerne que mon expérience. Je me suis pas levé un matin. Après, en me disant ça, c'est que par contre, j'ai un questionnement depuis de nombreuses années, quasi depuis que je bosse, qui est l'équilibre vie privée, vie perso. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, ça a commencé comme ça. Et en fait, au départ, toujours en me disant, c'est une question d'heure, combien de temps je passe à la maison. Et en fait, pour aller assez rapidement ramener ce terrain-là sur pas le nombre d'heures que je passe au boulot et le nombre d'heures que je passe à la maison, mais qui je suis dans la vie personnelle et qui je suis dans la vie professionnelle. Et en tout cas, moi, où j'ai eu des tensions à titre personnel, c'est quand j'étais en déphasage entre ces deux personnages. J'ai connu, j'y repensais en venant tout à l'heure, c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, ça va bientôt faire 20 ans, une expérience où finalement le manager avait créé des conditions. C'était une période qui était, c'était assez compliqué. Le manager, il l'a pas fait volontairement parce qu'en fait, il était de manière inconsciente, il a créé comme un environnement assez toxique. Et donc je faisais partie de cet environnement et en fait je me suis rendu compte à un moment que moi-même je devenais toxique quelque part, c'est-à-dire qu'en fait j'étais en déphasage, j'avais des comportements qui étaient pas vraiment en lien avec mes principes habituels et mes valeurs. Donc déjà je me suis dit que le cadre finalement influe énormément sur le comportement des personnes. Et après il y a eu ça c'était ça date de longtemps ces réflexions-là. Et après, moi, il y a un sujet également qui me questionne souvent, enfin, qui me sonne non, parce que je dors très bien. Je vous rassure, je dors très bien. Je dors très bien. C'est-à-dire qu'en fait, je résiste extrêmement. Je suis pas stressé par le boulot, en fait. J'ai de quoi m'occuper, hein, mais je suis pas stressé par le boulot. Quand on est aux opérations, il vaut mieux qu'on soit pas stressé par ça. Donc en fait, j'absorbe bien la pression du business au global et des escalades et des voilà. Par contre, s'il y a quelque chose qui me et encore une fois, c'est très personnel tout ça. Hein. Quelque chose qui m'empêche de dormir, c'est les conflits entre les personnes. Pour une raison assez simple, c'est que je me rends compte que les conflits entre les personnes, la plupart du temps, au sein de l'entreprise, hein, j'entends, en fait, c'est la conséquence de conflits entre les rôles que les personnes ont au sein de l'entreprise. Et en fait, ces deux personnes qui sont en conflit au sein de l'entreprise, elles seraient ce soir en train de boire un verre, il y a une rue animée juste à côté, peut-être que ce seraient les meilleurs potes du monde. Et qu'en fait, ce qui crée cet environnement de tension, c'est le cadre dans lequel elles évoluent. Et là, pour le coup, et pourquoi ça m'empêche de dormir, c'est que quand ça se passe sur mon périmètre managérial, je considère que j'ai la responsabilité du cadre. Et ça, pour le coup, je considère que c'est ma responsabilité. Et donc voilà, c'est ces deux éléments-là. Et après, du coup, je suis tombé sur un bouquin, c'était en 2016, je crois, c'était Zappos, c'était Tonissier, c'était l'entreprise du bonheur, et du coup, qui raconte, c'est une des premières boîtes qui a fait de l'holacratie, mais le bouquin ne parle pas du tout d'holacratie. Il parle de l'expérience client, et il explique dans ce bouquin comment ce qui se vit à l'intérieur, finalement, se voit à l'extérieur. C'est aussi le slogan de Danone que je prends souvent hein, maintenant, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur, et que finalement, ce travail au sein de l'entreprise, ce travail, mais aussi sur soi, se voit à l'extérieur. Et en fait, il ne parle que d'expérience client, ce livre, et en fait, quelle est la conséquence, finalement, d'un bien-être au sein de l'entreprise. Et du coup, voilà, et à partir de là, j'ai lu pas mal de livres, j'ai fait beaucoup d'événements comme celui-là. Et en fait, il y a eu un événement en 2017
où donc là j'étais bien impétent au sujet et en fait il se passe que mon chef a bougé et à ce moment-là on m'a demandé de prendre sa place, ce qui n'était pas du tout prévu. Voilà, j'étais même plutôt, j'étais pas dans ce questionnement-là. Et après, là, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais je me posais une question, c'est que du coup, je me retrouvais à être le chef de personnes, dont certaines sont ici d'ailleurs, avec qui je m'entendais super bien. Et finalement, j'avais rien à leur apporter, quoi, parce qu'en fait, ils étaient super bons et efficaces dans leur boulot, donc j'avais rien à leur apporter. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion du coup de mettre mon énergie sur le cadre. Et donc j'ai dit, ok. Et après, il y a eu un accord avec mon boss de l'époque où je lui ai dit, ok, par contre, dans ce cas-là, moi, je vais aller pousser assez loin ces principes auxquels je crois, mais que je n'ai jamais pratiqué, et je vais travailler énormément sur le cadre. Et en fait, voilà, la genèse est partie de là. Et ce qu'on raconte un peu dans le bouquin, c'est cette histoire-là qui a été une histoire. C'est même une aventure humaine de 3 ans, quoi. Voilà. Réponse un peu longue, mais... Merci beaucoup. Donc, Yann disait, tout part quand même du manager, et que qu'il soit prêt. Et après, faut le mettre en œuvre, mais ça va. Mais j'aimerais quand même demander à Mickaël, parce que le mettre en œuvre, mais ça va, comment on fait en fait? Comment on commence quand on veut se lancer, quand on est un manager comme Stéphane, un leader qui se dit... C'est ça que j'ai envie de faire. Par quel bout on le prend? Voilà, c'est ça que j'aimerais demander à Mickaël. C'est aussi une grande question. Par quel bout on le prend? On parle avec Yann Bresson. C'est très utile. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est très vrai au passage. Parce que cette alliance, pour comprendre, en fait, on peut pas. Il n'y a pas une méthode magique. Donc il y a d'abord un terrain, il y a d'abord une équipe, une organisation avec sa culture, ses enjeux, ses problématiques. Et mieux on la comprend, plus on a des chances d'être pertinent. Et donc si on est, nous, des extérieurs et qu'on peut travailler ensemble, et quand c'est le cas, c'est fantastique. Sinon, de toute façon, on doit prendre le temps de comprendre. Le temps Mais ça, c'est vrai dans toute intervention de changement. Hein. Il y a des gens qui sont des coachs ici. Donc prendre le temps de comprendre et de comprendre le plus... Oui, il y a des enjeux. J'ai envie de dire, d'abord, il y a un enjeu forcément business. Donc, on a besoin d'avoir la raison, une raison qui fait que, parce que ça va être un chemin qui va nous demander à un certain moment d'être dans l'inconfort, on doit savoir pourquoi on le fait. Donc, il y a un case for change, il y a une raison, il y a peut-être une insatisfaction ou un risque si on continue comme ça, ou une opportunité à aller chercher. Et on a besoin de prendre le temps d'échanger là-dessus avec l'équipe, avec le dirigeant, mais aussi avec son équipe, et de construire et de construire la conviction que, en fait, il y a quelque chose de plus grand à aller chercher, et puis que ça vaut le coup de transformer, que si on ne change pas profondément nos modes de fonctionnement, si on ne met pas en cause notre manière de fonctionner, de penser, de décider, de nous organiser, on ne va pas y arriver. Et cette compréhension, c'est peut-être le premier pas. Voilà. Alors après, il y a des étapes, bien sûr. Et j'ai envie de dire la première, et je me rappelle qu'on a fait, parce que tu parlais j'ai des souvenirs là, qui me reviennent et donc on travaille sur la raison d'être, c'est-à-dire, ok, donc on sait qu'on veut changer, mais maintenant fondamentalement, on est au service de quoi? En fait, c'est quoi la valeur qu'on veut créer? C'est quoi le sens que nous on veut donner à notre organisation? Quelle différence on veut faire autour de nous dans notre écosystème? On se pose ces questions de création de valeur. À nouveau, nous on le fait, mais je crois que c'est quelque chose qui est vraiment transverse. Il y avait peut-être un des points communs dans toutes les démarches de transformation vers des organisations plus vivantes, plus agiles, etc. Une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est de commencer par ça. D'ailleurs, il y a même des entreprises à mission, Axel en parlait tout à l'heure. Donc, et cette question est très profonde parce que si on est vraiment sérieux sur la raison d'être, alors ça change, ça va tout changer, y compris notre business model. Parce que fondamentalement, comment est-ce qu'on crée de la valeur? Donc on peut aller tirer très loin. Nous, on est peut-être plus modeste, on ne va pas jusque-là, mais on va changer, on va regarder comment ça change notre organisation, notre manière d'être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire d'incarner ça? Donc on va aller regarder plusieurs choses. On va regarder la structure de l'organisation. Est-ce qu'elle est au service de cette raison d'être? Et on va se poser la question, donc on va faire des rôles dans l'entreprise, indépendamment des personnes. Et on va regarder, et on va tout à l'heure, je faisais la différence entre le plan humain et le plan du travail dans le management, mais ça va être aussi vrai pour tout le monde. On va être amené, invité. Il y a un pas peut-être de changement à créer, c'est de mettre sur la table de travail l'organisationnel.
l'organisation devient un objet de travail commun. C'est un bien commun. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par les chefs et on est pris là-dedans, on est embarqué, mais c'est un sujet qui est sur la table et l'amélioration de cette organisation, c'est une préoccupation collective dans laquelle on a intérêt d'ailleurs de l'intelligence collective parce qu'on aura plus de sagesse et de pertinence pour faire des améliorations. Et pas en mode une fois tous les 5 ans, comme souvent c'est le cas dans les entreprises, mais plutôt en permanence. Comment est-ce qu'au quotidien, en permanence, on peut rester le plus sans écart possible entre ce qu'on se dit, ce qu'on fait et ce qu'on fait. Et donc ça crée de la transparence, ça crée de la confiance. Voilà, donc ça, il y a tout ce côté structurel. Et puis il y a un côté culturel. Et ce côté culturel, c'est... il me semble qu'on a... Enfin, je vais juste partager une conviction et je vais m'arrêter après, c'est que on a beaucoup pensé, il me semble, depuis les années 70, avec le développement du coaching notamment. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, j'en suis aussi convaincu, c'est qu'on change la culture en changeant les personnes, en développant les personnes, en les faisant grandir en conscience d'elles-mêmes. Et ça fait des résultats. Mais il y a une autre manière de faire ça, et c'est le chemin que nous avons pris chez Fabrique, c'est de changer les règles du jeu, de changer le cadre, changer ce qu'on appelle les architectures. Et notamment dans le domaine du collectif, notamment dans les réunions. C'est-à-dire les moments où on va se parler pour décider de quelque chose. Donc on va mettre en place, nous, l'aspect culture, c'est l'aspect notamment des rituels. En fait, la manière dont on va s'y prendre pour adresser un sujet peut générer une manière de participer, une qualité de présence au sujet et aux autres dans la discussion qui fait que en fait, on va adresser le sujet de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus juste. Et on va si je peux dire un grand mot, on va trouver la sagesse en fait. Et ça, pour piloter le business au quotidien, traiter les sujets, traiter les fameuses tensions dont tu parlais tout à l'heure, et faire tous ces ajustements. Et donc, on va essayer de fonctionner en fait avec un niveau de jeu supérieur. En fait, on va être une équipe qui va jouer supérieurement le jeu d'être une équipe. Merci. Alors pour finir cette première partie, j'avais vraiment envie de demander à Yann, donc c'est bien tout ça, on met ça en œuvre, il y a un leader qui veut faire quelque chose, on voit qu'on travaille, la raison d'être, les réunions, etc. Mais qu'est-ce que ça produit vraiment, la mise en œuvre de la GA, quand on a fait tout ça? Donc j'ai entendu de la sagesse, mais au-delà de la sagesse, ou en plus de la sagesse, qu'est-ce que ça produit vraiment? Pareil en 4 minutes. Alors, déjà, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas... c'est difficile d'aller mettre des KPI et de se dire on veut atteindre ça. Puisqu'on est sur du être, on ne peut pas prédire complètement à l'avance ce qui va se passer. Et surtout, moi, comme je le dis souvent dans le groupe, à chaque fois qu'on me demande de mettre en place de la GA, je demande le pourquoi, ça c'est sûr. Mais je dis, mais arrêtez de vouloir en mettre partout. Mettre de la GA partout, c'est anti-agile quelque part. L'agilité, c'est être capable de s'adapter avant tout. Donc, de mettre de la GA, de mettre d'autres process. Donc ça, c'est important. Donc, la mesure, elle est difficile de dire sur une entité au global, ça fonctionne, tout le monde est content. Il faut aller vraiment regarder et aller creuser. Et derrière l'outil, on a eu le cas de sondage où on nous demande sur une grosse entité de nous dire est-ce que la GA fonctionne? J'ai envie de dire, avant de savoir si ça fonctionne, est-ce que les managers ont compris ce qu'on attend d'eux dans l'agilité? Après, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi les modèles d'agilité que vous utilisez? Et dans ces modèles-là, est-ce que vous utilisez la GA? Et à ce moment-là, on peut approfondir et de dire qu'est-ce que ça génère. Donc voilà, donc je suis toujours très prudent dans la façon dont on me dit est-ce que ça marche. Ce qu'on a fait, c'est que bien sûr, comme ce n'est pas quelque chose qui était, on va dire, institutionnalisé par le groupe, ce n'est pas une volonté de notre COMEX de mettre de la gouvernance adaptative, on a été très pragmatique avec des managers comme, j'ai envie de dire même des leaders comme Stéphane. Donc on est allé vraiment par touche, par simonie, là où les gens avaient la conviction et qui voulaient vraiment incarner ces démarches-là. Et au bout d'un moment, à force d'en mettre un petit peu partout, on se dit quand même, on va faire un petit sondage, savoir ce que les gens en pensent. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens, au bout de 12 mois de pratique, quand on leur demande, alors ce qui est marrant, c'est qu'en interrogeant toute une entité, donc avec des gens qui ont pratiqué et d'autres qui n'ont pas pratiqué, quand on leur demande est-ce que vous avez envie de revenir en arrière, il y a 92% qui nous disent non. Alors que certains n'ont même pas pratiqué, mais non, on ne veut pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, même ils nous disent on ne sait même pas comment on pourrait revenir en arrière dans ce modèle hiérarchique de fonctionnement.
Donc ça, c'était un premier élément. On leur a demandé, est-ce que ça change quelque chose aussi, vous en tant que manager, ou vous en tant que collaborateur? Les changements sont beaucoup plus visibles au niveau du management qu'au niveau du collaborateur. Pourquoi? Parce que souvent, les décisions sont prises par le management. Ce qu'ils nous disent, et là, dans les évaluations, moi, dans les commentaires, ce qu'ils nous disent, c'est on a retrouvé de la confiance entre les gens. On est capable de mettre les sujets sur la table. Mon rôle de manager évolue, je deviens beaucoup plus. Ça me questionne sur mon rôle de manager. Et effectivement, je me sens plus comme un manager coach, un manager développeur de personnes, parce que le management, c'est un vrai rôle. Il n'y a pas que le business, comme le dit Stéphane. Et effectivement, il faut créer ces conditions, il faut créer le cadre du développement. Beaucoup plus de vitesse, parce que le fait de mettre les sujets tabous sur la table sans toucher aux personnes, justement, comme tu le disais, on ne touche pas aux gens. Les gens sont tous de bonne volonté et pourraient être amis en sortant, en prenant un verre. Donc ils se disent, ça a accéléré les choses aussi. Je pense notamment à des lancements de projets qui étaient chez toi d'ailleurs, où ils ont dit, on a gagné 3 mois. Avec Pascal, voilà, je ne sais pas s'il est là, il est là, Pascal, qui était un de nos pionniers aussi. Ils nous disent, ça nous a permis de gagner énormément de temps parce que nous avons tout de suite clarifié les responsabilités et la valeur ajoutée dont on a besoin pour ce projet, sa raison d'être déjà, mais on n'a même pas d'abord pensé aux gens, on a d'abord pensé au projet, au client final. Et de là, on s'est dit, quelles sont les personnes qui ont la valeur pour porter ce rôle et qui vont justement faire en sorte que le projet soit un succès. Et donc, ça a permis de tout mettre à plat parce qu'on a séparé les gens du business dans un premier temps. Donc, on gagne en vitesse, on gagne en efficacité dans les réunions, parce que je pense que tout le monde a dû entendre parler de réunioni, de réunions où je me demande pourquoi je suis là. Et curieusement, plus on est dans la complexité, plus on met des gens autour de la table. Et plus on met des gens autour de la table, on le sait tous, moins on est capable de décider. Donc, on voit qu'il y a des contradictions. Donc, ça a permis tout ça. Ça a permis, donc déjà sur le plan humain, de réconcilier les gens, de retrouver de la fierté, de l'autonomie, ça ils le disent, de la confiance, de l'écoute aussi, parce que ces processus-là permettent à chacun de s'exprimer et d'exprimer sa tension. Pas tension humaine, on est dans la tension business. Donc ça permet de libérer même à l'introverti de parler, ce qui n'est pas neutre quand on est face à 10 introvertis dans une salle. Donc tout le monde a la capacité d'aller exprimer son besoin, sa difficulté, parce qu'il est là pour résoudre quelque chose. Donc tous ont dit, tout ça a vraiment apaisé, je pense que tu as dû le sentir dans l'entité, ça a apaisé les gens, ça les a réconciliés avec leur travail, avec leur fierté de contribuer à quelque chose, d'être beaucoup plus dans une démarche de collectif, de transversalité, de partage, de ne pas être territoire, parce qu'on partage un sens commun, un but commun, et surtout on amène de la clarté au sujet. Ça, c'est sur le plan, j'ai envie de dire, humain. Comme tu dis, à mon avis, dans un petit peu mieux, où ils se sentent beaucoup mieux le matin quand ils arrivent au travail. Ça, c'est ce qu'on retient. Mais on peut même aller sur les niveaux un peu plus élevés. On a une très grande direction qui fait à peu près 10 000 personnes, où certaines personnes clés du CODIR, alors CODIR 30 personnes, je ne devrais pas le dire, mais bon, donc à 30, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas décider. Par contre, ils se sont dit, parce que certains sont partis en GA dans leur propre entité, ils se sont dit, est-ce qu'on peut continuer à avoir, ce qu'on appelle la comitologie, une 30aine d'instances qui nous prennent 3 jours sur 5 par semaine, dans lesquelles on est des fois 40. Donc quand on pose des questions, on n'a jamais, personne ne pose de questions. Alors quand on parle du client campus, ça peut paraître un peu bizarre que personne ne pose des questions. Donc ils se sont dit, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Et donc, le fait d'avoir ce mindset, d'avoir développé le mindset grâce à la GA, ils ont revu complètement toute leur comitologie. Et donc, d'une vingtaine, trentaine de réunions de gouvernance, ils sont passés à 5 niveaux de gouvernance. 5 niveaux. Et dans ces 5 niveaux, ce n'est pas « je veux tout le CODIR en face de moi ». C'est le directeur de programme dit de quelle personne il a besoin au niveau du CODIR pour soit avoir de l'aide, soit avoir une décision, parce que la décision ne rentre pas dans son champ d'autonomie. Et les réunions ne dépassent pas 3/4 d'heure, parce qu'ils sont processisés. Certains n'ont pas voulu les processiser. 1h30 de réunion. Et ils n'ont pas la clarté dans les décisions. Voilà. Donc on trouve de l'efficacité, que ce soit à tous les étages, mais j'ai envie de dire avant tout, je pense que ça permet aux gens de se sentir mieux dans leur travail.
Et ça, je pense que c'est d'ailleurs un enjeu clé pour le management. Tu parlais d'appétence tout à l'heure. Je pense que le rôle du manager dans ces environnements agiles, c'est d'aller faire matcher le besoin de l'entreprise et l'appétence de la personne. Parce qu'on sait que c'est là où elle va oser, c'est là où elle va pouvoir prendre des risques, c'est là où elle va s'énergiser quelque part et trouver de la passion dans ce qu'elle fait. Voilà, donc ça joue beaucoup sur les personnes, mais aussi sur les organisations et sur le business. Merci beaucoup, merci Yann, merci tous les trois. Donc c'est la fin de la première partie. Je vous propose de prendre 5-7 minutes avec vos voisins. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants, j'en ai vu quelques-uns arriver en cours de route. Bienvenue à vous. Voilà, donc discutez à 2 ou à 3, plutôt avec des gens que vous ne connaissez pas pour ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes à côté de votre meilleur ami. Vous pouvez changer de place, certains ont changé de place tout à l'heure. Et échanger sur c'est quoi vos réactions, qu'est-ce que ça vous a fait comme appel, comme résonance en vous, et quelles sont les questions que vous auriez pour nos 3 auteurs, et éventuellement les sujets que vous aimeriez qu'ils vous développent un peu plus, parce que là je les ai un peu brusqués avec mes 4 minutes. Si vous voulez en savoir un peu plus sur un sujet, vous pourrez poser la question. Je vous laisse 5-7 minutes. On revient tous ensemble? Alors la première chose que j'aimerais entendre, parce qu'on l'a pas souvent quand on présente comme ça, c'est est-ce que vous avez des réactions ou des feedbacks ou quelque chose à leur dire avant de prendre les questions? Est-ce que vous avez une réaction, un écho, un feedback? Je vais prendre ça en premier si certains ont envie de partager. Voilà, d'aller dans cette générosité-là. Souvent on parle et puis on n'a pas de retour. Il y en a qui sont passionnés dans leur conversation. Est-ce que vous avez une réaction, quelque chose que vous avez envie de leur dire avant vos questions? Ah bah, du coup, tranquille. Ce que tu veux, vas-y. Je me lève, bonjour. Nori Korish, je travaille chez Orange. Donc je vais faire un témoignage par rapport au bouquin. C'est excellent ouvrage, moi j'insiste. Je ne touche aucune commission dessus, je précise, au cas où il y aurait des doutes. Je le trouve excellent, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, je trouve que ça permet à quelqu'un qui découvre en fait tout ce monde de la gouvernance adaptative de rentrer dans cet univers d'une manière très simple. C'est hyper vulgarisé. Et en même temps, pour quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, il trouve plein de réponses parce qu'il y a énormément de partage d'expérience. Et l'expérience, elle est clé dans ce domaine-là. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le domaine. En passant une demi-journée dans les équipes de Decathlon et d'assister à des cercles, je crois que j'ai appris plus que beaucoup de bouquins que j'ai lus. Donc c'est assez impressionnant, l'impact et l'expérience. Et sur la forme, je trouve ça aussi très fort, la manière dont il a été fait, très simple à lire, coloré, les encadrés, les synthèses, même les conseils en fin de partie de mémoire. Donc voilà, je voulais juste dire un grand bravo. Je n'ai pas été payé par Stéphane, qui est mon supérieur, pour dire tout ça, je vous rassure. Donc je le pense vraiment. Et voilà. Et un double merci d'ailleurs aux équipes de Fabrique pour ce que vous faites avec Orange et toutes vos formations. Voilà. Donc un grand merci. Merci beaucoup. Bon, j'ai bien fait de poser la question, en fait. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions. C'est quoi les questions que vous auriez ou des choses que vous voudriez en savoir plus? Là, il y a du monde. Ça a commencé ici. Alors, juste commencer avec son nom et la question. Voilà. Oui, merci Benjamin Sagadowski. Je travaille dans quelques questions de consulting, mais pas nécessairement à niveau organisationnel, mais on a toujours ces problèmes et ces questions. Et la question, c'est de pousser ou de tirer. C'est quelle quantité d'énergie est nécessaire pour tenir cette initiative. Okay, normalement, les gens, ils travaillent d'une manière hiérarchique et tout ça, mais ça marche tout seul. Donc, oui, il faut faire des corrections tout le temps. Il faut avoir on a beaucoup de problèmes tout le temps. On doit mettre un peu d'énergie. Mais pour créer cette transition, normalement, on ressent qu'il faut avoir besoin, mettre besoin de l'énergie et aussi de l'énergie pour les tenir. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer ces choses et les faire un peu plus virales, un peu plus attractives,
un peu plus que les autres managers disent, oh, je veux travailler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces côtés? Merci. Ouais, j'adore la question. En fait, moi, je suis très prudent sur pousser. Je pousse pas, en fait. Par contre, l'idée, c'est de créer un cadre, mais en fait, de créer surtout un climat de confiance. Et c'est long. Moi, je pense, enfin, j'ai rien mesuré, mais je pense que j'ai mis quasi 2 ans à prouver de la sincérité de la démarche. Parce que quand on met quelque chose de nouveau, évidemment, un chef débarque à un truc nouveau, c'est 10% d'EBITDA là derrière, automatiquement, c'est suspect, quoi. Donc en fait, il faut créer un climat de confiance, il faut être sincère dans la démarche. Et après, nous, ce qu'on a fait, on n'a rien dit à personne et on a fait le travail sur nous, au niveau du comité de direction de l'époque. Et on n'a rien dit à personne. Et on s'est dit, on fait un travail sur nous. Et si les autres voient qu'on a changé, qu'on a bougé, etc., voilà. Et donc moi, mon énergie à titre personnel, je l'ai mise beaucoup sur ce qu'on appelait le cercle d'ancrage, qui était le CODIR de l'époque. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus parce qu'il fallait qu'on change nous-mêmes, parce que sinon on n'a aucune crédibilité. Hein, et en fait, j'ai vraiment mon énergie. Après, c'est allé, mais complètement au-delà de mon contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, c'est pas mal. Il y en a qui voulaient, tiens, moi j'arrête mon CODIR, j'arrête. Et du coup, j'étais plutôt comme ça à un moment en disant, mais ça va un peu trop vite peut-être, quoi. Mais en fait, ça s'est fait parce que les personnes voulaient le faire. Et il y a des endroits, on l'a fait, on s'est trompé, on s'est planté. Et par contre, moi, j'ai passé plus de temps durant ces 3 ans à dire, enfin, c'est ce que tu disais, ne déployez pas la gouvernance adaptative si vous ne savez pas ce que ça va apporter. Partez d'une douleur particulière et après, c'est un outil parmi d'autres. Par contre, on a acculturé tout le monde, donc à peu près 500 personnes, sur ce que c'était la gouvernance adaptative. Et après, c'est un outil parmi d'autres. Mais par contre, ce qui marche, on n'y touche pas. Ce qui marche, c'est très bien. Par contre, dès lors qu'on a un problème et qu'on sait on part du pourquoi, je suis la fan de Simon Sinek, et quand on a une douleur à adresser, peut-être que la GA est une réponse, mais peut-être pas. Et voilà. Et en fait, moi, je dirais que j'ai surtout pas poussé. J'ai plutôt, au contraire, essayé de retenir en disant, c'est pas parce que le chef ou le CODIR fonctionne comme ça qu'il faut que ça se déploie partout, surtout pas, quoi. Peut-être pour compléter, c'est exactement ça. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des gens qui en deviennent plus que convaincus, qui l'incarnent vraiment et qui en deviennent des ambassadeurs. On a découvert, nous, côté campus, à un moment donné, qu'il y a 4, 5 communautés, entre guillemets, qui se sont développées naturellement au sein d'Orange autour de la gouvernance adaptative. Certaines, on les connaît très bien, d'autres, on ne les connaissait pas. Il y a des gens qui en font qu'on ne connaît pas, et ce n'est pas grave. Comme dit Stéphane, il faut que ce soit plutôt spontané, il faut que ça réponde à un besoin, et bien savoir si c'est la solution adaptée. Mais quand ça marche, quand on a créé les conditions de confiance, de délégament, de sécurité pour expérimenter aussi, parce qu'on a le droit, entre guillemets, à l'erreur. J'aime pas ce mot, je préfère le droit à l'essai que le droit à l'erreur. On a des gens qui vont l'incarner et qui vont en devenir des ambassadeurs et qui vont le démultiplier. Et ce qui est intéressant, c'est que, en commençant par l'entité de Stéphane, puis certains ont changé de poste, ont évolué, sont retrouvés dans le côté entreprise. Comme ils étaient convaincus, on commençait aussi plus ou moins à le déployer. Et c'est comme ça que ça s'est propagé. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas forcer, il faut se donner le temps. On en discutait là avec Mickaël, le premier projet qu'on a fait dans ce sens-là date d'il y a 6 ans. Et aujourd'hui, on doit peut-être avoir 3000 managers qui ont touché à de la gouvernance adaptative sur 16 000 managers. On en a 3 et 4 000, ce qui n'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Changer de culture, c'est long, tout le monde le sait dans une entreprise. On se dit, même dans le meilleur des cas, il faut 2 ans. Et encore, lutter contre les hiérarchies, lutter contre certains principes ou autres, ou croyances même, parce qu'on en est même à travailler les croyances à certains niveaux pour justement trouver d'autres modes de fonctionnement. Sylvie connaît bien l'exercice, pour aller justement chercher d'autres modalités de fonctionnement qui fait que la GA pourra s'appliquer. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai vu quelqu'un qui levait la main juste derrière. Puis, je prendrai quelqu'un d'autre. Bonsoir, Ludovic Bois. En fait, je suis directeur de la performance dans une entreprise IT, digital. Et en fait, je suis assez intéressé par vos sujets. Et en fait, j'aurais une question liée à la maturité des organisations, parce que j'ai un rôle transverse mondial avec des niveaux de maturité vraiment différents.
Et quel est votre retour d'expérience? Parce que selon moi, quelque part, il faut déjà avoir une conviction des leaders pour aller dans cette voie-là, mais il y a aussi un niveau de maturité, selon moi, de l'organisation pour s'engager dans ces travaux. Donc voilà, c'est ma première question, un peu votre retour d'expérience par rapport au niveau de maturité de l'organisation. Et ma deuxième question serait plus liée à la rémunération ou à des primes au niveau individuel et collectif, et comment vous adressez ce problème-là, en fait. Par rapport à la maturité, nous on a la chance à Orange, à l'université d'entreprise, c'est qu'en fait, on accompagne donc nos patrons, nos grands patrons, et ça j'ai envie de dire, c'est le premier point au-delà de la maturité, c'est effectivement trouver les patrons qui ont la conviction de vouloir changer et d'accompagner cela. Mais la chance qu'on a, c'est qu'en même temps, on développe le management. On a tout un tas on a un catalogue de formations managériales et qui s'appuie justement, où on donne de la cohérence entre ce qu'on prône dans les transformations qu'on accompagne, et on va quelque part avec les formations outiller également le management. Et le travail sur le management date d'il y a 10 ans, pas plus, chez Orange, c'est pas très très vieux, mais grâce à l'ensemble de ces formations, on a vu vraiment une montée en maturité du management. Et ça, c'est clé. Le développement managérial est clé, et on n'est pas... voilà, quand on prend ne serait-ce que le sujet du feedback, qui est un long discours dans le groupe, où on parle du feedback, mais de quel feedback parle-t-on? On parle technique, on parle humain, on parle de quoi? Voilà. Et nous, on essaye systématiquement d'être un tout petit peu avant-gardiste, d'anticiper un peu les besoins par rapport à nos environnements, pour donner les clés à nos managers pour justement accompagner ces transfos. Donc la maturité, elle passe déjà par le développement managérial, et elle passe avant tout après par des leaders qui ont envie de bouger. Et comme je le disais après, il en suffit dans ce fameux CODIR de 30 personnes, il y en a 2, responsable client, responsable réseau. Pour notre groupe, c'est comme quelque part les 2 les plus importants, qui dans leur ancien job avaient fait de la GA. Et c'est eux qui ont impulsé tout le changement de la comitologie du collectif. Sachant qu'à un moment donné, je rappelle Mickaël, la patronne, à un moment donné, elle nous a dit « Bon, bah, j'arrête, parce qu'on a déjà fait 3 demi-journées, on n'a rien changé. » Voilà. Et en fait, 6 mois plus tard, le PMO est revenu vers nous en disant « Voilà, on a tout changé. » Voilà. Donc c'est difficile de partir de maturité globale, mais il faut s'assurer de s'appuyer sur les leaders et pas forcément vouloir le développer partout de manière uniforme. C'est s'appuyer sur ceux qui ont la conviction d'aller développer et par viralité. Comme je dis souvent, est-ce que Orange, au sens large, un grand groupe de 120 000 personnes, 140 000 personnes, est agile? J'en suis pas sûr. Par contre, il y a plein de petites tâches Orange partout qui peuvent être agiles, qui fait au final, on voit juste une couleur uniforme. Et donc moi, j'ai plutôt envie de travailler ces petits cercles. Comme on dit, l'agilité ne peut se faire qu'à une certaine échelle. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc c'est plutôt ça qu'il faut développer, et par viralité, et la maturité va venir avec. Je dirais très, très simplement, peut-être la condition, c'est la maturité du dirigeant de l'entreprise ou des dirigeants de l'entité dans laquelle on va intervenir. Donc ça, c'est le point d'entrée, et c'est là où il est, qui il a envie d'être, et ce qu'il a envie d'incarner, et peut-être la conscience qu'il a de lui-même là-dedans, etc. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Après, je pense qu'il me semble en fait, nous, on voit ça comme un chemin. Donc, si on symbolise une organisation très pyramidale, voilà, d'où on vient, et puis là où on se dirige vers peut-être des organisations plus vivantes, plus tournées vers le sens, où il y a plus d'autonomisation des personnes, aussi plus en réseau. La question, c'est votre entreprise, elle est où dans ce chemin, et c'est quoi son pas d'après? C'est pas forcément d'être demain comme Orange. Pour cette organisation-là, ce serait quoi le pas d'après? Ça représenterait quoi? Et ça va se traduire par des éléments de structure, de culture et de structure. Mais peut-être la structure, c'est des choses très simples. Peut-être que c'est un processus de réunion un peu différent à un endroit. Et culture, ça peut être aussi... il faut trouver le moyen de faire ce pas d'après. Et je pense que c'est le seul sujet, en fait. C'est quoi le pas d'après pour nous, là, maintenant, en fonction aussi du niveau de conscience et d'envie du dirigeant. C'est un peu conceptuel, mais c'est comme ça que je répondrai. Juste pour compléter aussi par rapport à la maturité, ce que l'on fait beaucoup et qu'aujourd'hui on a intégré dans nos formations comme étant un des piliers de la formation managériale, c'est la connaissance de soi. C'est important de savoir comment on se situe. Souvent on dit que le manager doit prendre du collaborateur. Et moi à un moment donné, je n'arrêtais pas de dire, mais qui prend soin du manager? C'est une personne, c'est un être humain comme tout le monde.
Et donc, on lui demande d'accompagner des transfos très complexes en associant le business, la performance, tout ça. Comment lui se situe là-dedans? Et c'est important de déceler aussi, ça c'était un travail qu'on a entrepris depuis, Bruno connaît indirectement indirectement le sujet aussi, il a fallu aussi détecter ces managers-là qui étaient prêts justement à travailler ces sujets-là, pour justement prendre conscience de là où il en est par rapport justement à ce qu'il a envie de faire. Est-ce que le chemin qu'il a à faire, c'est quoi son prochain pas en lui-même pour évoluer, pour incarner justement ces changements-là. Et aujourd'hui, on en est à un point, donc on a commencé il y a 6-7 ans à intégrer la connaissance de soi dans les transformations, justement en travaillant avec le patron, son codir, parce que ça commence par là. Mais aujourd'hui, on l'a intégré au niveau de on l'a mis à disposition de tous les managers. Voilà. C'est ça aussi la maturité qui permet de faire la transformation. Alors, par rapport à la rémunération, je vais laisser plutôt Stéphane, parce qu'il a dû être confronté au sujet. En fait, quand il y a un sujet un peu... Des fois, je me demandais à quoi servait le manager. Là, je commence à savoir. Là. Je plaisante. En fait, c'est un sujet qu'on a... voilà, je vais être très, très, très direct. On a expérimenté différents trucs, mais on ne l'a pas craqué. Et ce sujet-là, il est pas simple parce que dès lors qu'à un moment, en fait, on valorisait aussi sur les collectifs qui fonctionnent comme ça. Je pense que c'est extrêmement risqué parce que, enfin, je vais revenir sur Dan Pink, sur la vérité, sur ce qui nous motive et les motivations intrinsèques. Ce qui est important, c'est la motivation intrinsèque. Dès lors qu'on rentre et qu'on valorise les collectifs qui fonctionnent comme ça, la motivation elle devient extrinsèque. Et donc, du coup, c'est plus les bons leviers de motivation. Donc, et donc après, l'autre sujet, par contre, c'est comment, c'est quoi le principe de... Moi, j'ai un avis sur le sujet, c'est pas celui d'Orange, par contre c'est le mien, c'est que les parts variables individuelles, moi je suis assez, j'y crois pas dans des fonctionnements comme ça, parce qu'en fait le sujet, on est sur des sujets de bien commun, donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on trouve un système de rémunération collective, du collectif, et il y a pas mal de bouquins qui décrivent des méthodes, on a testé certains trucs, mais voilà, et après, selon les entreprises, il y a aussi des accords sociaux qui définissent ces modèles d'attribution. Donc en tout cas, dans l'exploration que nous, on a voilà, la veille que nous avons sur ces questions-là dans notre secteur, parce que c'est un secteur émergent. La question de comment on fait la problématique de comment on va vers l'empowerment, c'est vraiment... il n'y a pas deux méthodes. Il y a des initiatives, on en a une ici, on a une proposition de méthode, mais il n'y a pas aujourd'hui un retour d'expérience énorme. Voilà, on cherche. Sur la question de la rémunération, moi, je n'ai pas encore eu de retour. Quand on observe d'autres entreprises, je n'ai pas trouvé, à ma connaissance, je ne connais pas tout, mais dans ma connaissance, dans ma propre recherche, ou dans notre propre recherche chez Fabrique, je n'ai pas eu de retour sur voilà, tiens, on a trouvé le truc de la rémunération. Pas encore. Peut-être ça viendra, j'espère, mais voilà. Alors, je vais prendre la dernière question dans cette salle, puisque après on va monter dans nos bureaux, il y aura le cocktail, des discussions informelles, etc. Mais voilà, il y a de la place pour une dernière question dans cette salle. Voilà, je vais donner son nom et sa question. Bonjour, Sophie. Donc, je travaille chez Orange, dans l'équipe de Stéphane. Donc, forcément... Alors, bien sûr, j'ai bien entendu, je voudrais pousser un cran plus loin, j'ai bien entendu la notion de maturité des patrons. Ce qu'on vit actuellement, c'est avec certains de nos partenaires, une forme d'hostilité. Et donc, en fait, autant nous, avec Nori, avec Stéphane, on est convaincus de la réussite de la mise en place de notre projet, mais après, on est dans un écosystème avec des partenaires et des relations d'interfonctionnement. Voilà. Donc, du coup, quels seraient vos conseils pour réussir et résister face à des partenaires qui voudraient revenir dans cette culture du chef et de surtout savoir qui décide pour lui mettre l'escalade. Partenaire interne. Alors, qui a envie de répondre à ça, ou on passe au cocktail ou... C'est une question pour toi. Non, mais ça, pour le coup, c'est des questions... ça a été, je pense, une des plus grandes difficultés. Et ça l'est encore parce que du coup moi j'ai changé de poste il y a 1 an et demi, donc du coup l'histoire elle est très différente et chaque histoire est différente, il n'y a pas une méthode qu'on déploie, mais en fait le sujet c'est que
Il y a plusieurs trucs. Donc déjà, dès lors que vous déléguez, en fait, quand vous êtes à des comités, beaucoup de comités, quoi, hein, avec beaucoup de chefs, en fait, on préfère souvent quelqu'un qui est un peu plus chef et qui sait moins que quelqu'un qui est moins chef et qui sait plus. Donc en gros, quand on ne va plus à ces réunions, parce que logiquement, on ne va plus à ces réunions, quoi, si on a délégué, en fait, il faut passer beaucoup de temps aux interfaces à expliquer que si on n'y va pas, ce n'est pas par désintérêt, c'est qu'il y a une personne qui est, par contre, la personne, elle est légitime. Et c'est-à-dire qu'elle a tous les leviers pour décider dans cette réunion. Mais par contre, ça demande beaucoup de travail d'explication parce que par défaut, quand on n'est pas à des réunions, en fait, notre écosystème considère que ce n'est pas une priorité et que leur sujet n'est pas intéressant, quoi. Et en fait, ces modes de fonctionnement, je trouve là où surtout dans les univers où que je vois beaucoup plus sur mon poste actuel que le précédent, où on racontait l'histoire sur une expérience où j'étais côté IT, là côté opération, c'est l'univers des escalades. Et en fait, quand je suis arrivé le 1er septembre, hein, donc fin août, il n'y avait pas d'escalade. 1er septembre, ça partait. Et après, je me suis dit, mais comment puis je ne connaissais rien au sujet, hein, j'arrivais. Et après, la question, je me suis dit, mais pourquoi il y a une escalade? Et en fait, j'allais voir les équipes, et en fait, c'était beaucoup d'escalades qui étaient complètement, qui n'étaient pas légitimes. Et en fait, ces escalades venaient de l'écosystème pour tordre un peu le bras aux équipes, pour dire oui, pour aller plus vite, mais voilà. Et donc, du coup, alors là, évidemment, on peut ça aurait flatté mon ego peut-être de répondre, et je pense que je serais peut-être beaucoup plus apprécié de l'écosystème en étant sur tous les sujets, en disant oui à tout. Par contre, à partir du moment où je fais ça, je perds toute crédibilité ensuite pour mettre une démarche d'empowerment derrière. Et donc par contre, ça, c'est pas simple parce que puis au quotidien, ça reste compliqué, quoi. Il faut expliquer aux équipes pourquoi. Voilà, c'est pas parce qu'on fait une réunion avec des chefs et qu'on retire toutes les équipes. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Il y a des chefs, il y a un problème. Il y a des chefs qui mettent des réunions avec moi. Mais je connais pas le sujet, moi. Je suis pas le sachant sur le sujet. Donc déjà, ces réunions, j'explique que déjà, moi, je vais déjà demander aux sachants d'y être. Mais en fait, c'est compliqué à expliquer, quoi. Voilà, on a du chemin à parcourir là-dessus. Je pense que par rapport à ce que vous évoquez, l'énergie et tout, c'est le plus gros frein. En fait, c'est l'écosystème, c'est toute la résistance de l'écosystème autour, qui n'est pas forcément bienveillant, qui ne comprend pas ce nouveau langage, ce nouveau mindset. Et c'est souvent lui qui a tendance à tirer effectivement vers le bas et à diminuer en énergie. C'est pour ça que le patron, il faut qu'il ait beaucoup de convictions et qu'il y croit très fort pour justement lutter, éduquer, communiquer, parler sur ces principes-là, que ça ne remet pas en question l'autre personne en face, sa crédibilité, sa légitimité. C'est juste une autre façon de voir les choses et de travailler et de prendre des décisions. Ouais, de toute façon, c'est le problème. Non, mais c'est le problème. Parce que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, le manager va déléguer souverainement son autorité à une autre organisation, sauf que lui, il appartient à un écosystème plus large, qui lui n'a pas forcément compris. Donc, il a deux règles du jeu, une pour l'interne et une pour l'externe. Donc, je disais, son rôle, c'est, il change, mais il est essentiel pour donner permission, protection et pouvoir à son écosystème à lui et à être l'interface. Donc c'est exactement ce que explique Stéphane. Mais ça poserait la question là du niveau au-dessus, c'est-à-dire la gouvernance de l'écosystème supérieur, c'est qu'est-ce qu'on veut et ça coûte combien de fonctionner comme ça? Parce que c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus risqué et beaucoup plus cher en réalité à tous les niveaux. Et donc ça pose cette question. Mais à un moment donné, on tombe sur le niveau de gouvernance supérieur et ça amène la tension, ça amène le problème sur la table et peut-être que vous allez régler. Un exemple concret qui était assez intéressant. Il y avait une réunion, en fait, il y avait des réunions où on avait 4 niveaux hiérarchiques. Il y avait quelqu'un de chez moi, ma chef et le chef de ma chef. Donc au bout d'un moment, j'ai dit à ma chef, alors qui est complètement câblé sur ses modes de fonctionnement. Donc là, du coup, c'est cool, quoi. Donc j'ai dit, écoute, moi, j'ai pas raison d'être, j'ai pas d'intérêt d'y être parce que finalement, je laisse la personne chez moi. De toute façon, elle est complètement autonome et elle décide. Ils ont fait les réunions et un mois après, ma chef, du coup, qui dit à son chef, j'ai pas trop de valeur ajoutée là-dessus parce que la personne qui a la légitimité, c'est cette personne-là. Donc déjà là, du coup, et donc on arrive après à mettre le système en questionnement. C'est pourquoi quelqu'un fait une réunion avec un N-3 sur un sujet. Est-ce que c'est à lui de faire cette réunion? Et au bout d'un moment, il n'y a plus ces réunions. Voilà. Et voilà. Et juste par rapport aux escalades que j'indiquais tout à l'heure, quand j'étais arrivé en septembre, j'avais un nombre d'escalades phénoménal. Et je peux vous dire que 6 mois après, le nombre d'escalades, il s'est tari. Par contre, je sais quand c'est des escalades, celles-là, vaut mieux que je les regarde, quoi. Voilà, écoutez, on sent beaucoup de passion chez nos co-auteurs, beaucoup de passion dans la salle. Mais c'est le moment de clôturer ce moment, mais pour en ouvrir un autre. Avant de clôturer, j'ai envie que vous remerciez nos 3 co-auteurs de s'être prêtés au jeu. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour cette passion qu'on a senti, cette passion de transmettre, cette passion du sujet que vous avez tous les trois et que vous nous avez transmis ce soir. Merci aussi à vous, la salle, on a senti aussi un engagement très très fort sur ce sujet. Je vous invite donc à monter dans nos bureaux qui sont au 3e étage. Peut-être que je vais demander de suivre Axel, qui est au fond, qui va être votre guide, qui va vous emmener au 3e étage, où vous pourrez, il y a un cocktail qui est organisé, il y aura une salle où vous pourrez vous faire dédicacer les livres, et puis il y aura une petite salle avec Richard, pour ceux qui voudront bien nous faire des petits témoignages, nous parler de l'empowerment, nous parler de leurs expériences. On sera vraiment ravis, si vous voulez bien, quelques-uns d'entre vous jouer le jeu, allez voir Richard. Richard sera dans la salle rouge, vous verrez, et puis la dédicace est dans la salle verte. A tout de suite au 3e étage. Merci.